à partir du programme européen Interreg entre la Corse, la Sardaigne et la Toscane. Un autre programme important, c'est le programme de coopération décentralisée avec le Vietnam d'une part, la Tunisie d'autre part. Et puis des relations que nous avons nouées avec des universités et centres de recherche de la Méditerranée occidentale, qui sont représentés ici. Grâce à nos collègues portugais et espagnols, nous avons eu accès aux plantes d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, ainsi qu'à des plantes d'autres îles de l'Atlantique. Nous avons également des relations pérennes avec divers centres de recherche, que ce soit en France ou à l'étranger. D'ailleurs, actuellement, nous avons au laboratoire des doctorants ivoiriens, malgaches et algériens. Et avec toutes ces universités, eh bien, nous avons deux thèmes d'intérêt majeurs, qui sont d'une part la caractérisation des plantes aromatiques et médicinales du bassin méditerranéen, et d'autre part l'étude de la biodiversité insulaire. Alors, je reviens maintenant à la biomasse végétale, puisque c'est un petit peu le sujet de préoccupation. L'objectif, donc, la biomasse, nous en disposons. L'objectif, c'est la valorisation. Cette valorisation, elle peut se faire soit sous un aspect énergétique avec la production de biocombustibles et de biocarburants, soit sous un aspect non énergétique avec la production de produits à forte valeur ajoutée et si pouvant, si possible, être industrialisés. Donc, tous ces produits issus de la biomasse, eh bien, il faut pouvoir les caractériser, il faut pouvoir en contrôler la qualité, et puis dans un pays insulaire comme le nôtre, eh bien, il faut être capable éventuellement de mettre en œuvre la spécificité de ces produits. Et donc, cela revient à dire que tous ces produits issus de la biomasse, il faut les analyser, et cette analyse, nous la menons soit dans le cadre de techniques conventionnelles qui sont adaptées aux produits spécifiques, soit au contraire par la mise en œuvre, le développement et mise en œuvre de techniques innovantes. Et dans notre équipe, nous avons travaillé surtout sur l'ARMN du carbone 13 analytique. Nous y reviendrons. Alors, je reviens un petit instant sur les plantes elles-mêmes. Quels sont les métabolites que l'on trouve dans les plantes ? Eh bien, les métabolites primaires, ce sont essentiellement surtout la lignine et la cellulose. Vous voyez que ce sont des polymères. Ici, les polymères de phénol, polymères de sucre. Et dans les deux cas, ces polymères se forment lors de la croissance de la plante et ils servent aussi à la rigidité des différentes plantes. Donc ça, ce sont les métabolites primaires produits en grosse quantité. Et puis à côté de ça, eh bien, nous avons des métabolites secondaires, des molécules, comme vous le voyez, beaucoup plus petites et de structure et de fonctionnalisation extrêmement variées. Donc ici, nous avons ce qu'on appelle la famille des terpénoïdes, avec le géraniol que l'on trouve dans le géranium, le calyptol dans l'eucalyptus. Ici, vous voyez que ça a l'air d'une petite molécule. Il ne faut pas oublier le N qui est ici, et qui est donc, cette molécule est en fait un polymère. Et malgré sa structure très simple, cette molécule, c'est le caoutchouc que l'on trouve dans le latex de l'EVA. Et puis des molécules intermédiaires. Ici, par exemple, la digitoxygénine que l'on trouve dans la digitale pourpre, cette très belle plante que l'on voit sur le bord des routes. Bien, à côté de ces terpénoïdes, bien, il y a d'autres familles, des phénylpropanoïdes, des flavonoïdes, coumarines, et puis ici, des alcaloïdes. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'on a une très très grande variété de molécules, tant par leur taille, leur structure, leur fonctionnalisation. Et bien sûr, chaque plante produit ses propres molécules. Comment peut-on isoler et obtenir ces métabolites secondaires? Bien, pour les molécules légères volatiles, c'est l'entraînement à la vapeur d'eau, avec sa variante au laboratoire qui est l'hydrodistillation. Dans le cas des agrumes, c'est la pression à froid. Et puis, quand les molécules sont plus lourdes, c'est l'extraction au solvant. Donc là, il faut être très prudent sur le solvant qui est utilisé, mais c'est comme ça que sont préparées les concrètes et les absolues. De nos jours, on travaille beaucoup avec le CO2 supercritique, parce que justement, une fois que l'extraction est faite, le CO2 s'évapore et on obtient un produit qui est totalement exempt de solvant. Et puis, quand il y a besoin, l'extraction assistée par micro-ondes, qui permet de gagner du temps, beaucoup de temps, et donc d'économiser de l'énergie. Un petit mot sur les huiles essentielles. Alors, vous voyez que, bien que ce marché ne soit pas du tout comparable au marché de l'énergie, il n'est quand même pas négligeable avec quelque chose qui tourne autour de 15 milliards de dollars, ce qui est quand même pas rien. Et surtout, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la France est à la fois un gros importateur et un gros exportateur d'huiles essentielles. Alors, ces huiles essentielles, très rapidement, on en connaît environ 3000.
Sur ces 3000, il y en a 300 qui ont une importance commerciale, mais 10 huiles essentielles représentent 80% du marché. Et puis les plus importantes, eh bien, l'orange, la menthe, l'eucalyptus, la citronnelle. Donc vous voyez qu'on a là de très très grosses productions. Et dans un pays comme la Corse, bien évidemment, on ne va pas se mettre à essayer d'être compétitif avec les Américains qui produisent de la menthe sur des milliers d'hectares, mais au contraire, il faut qu'on se situe dans ce qu'on appelle les marchés de niche, c'est-à-dire des productions spécifiques dans lesquelles la qualité est plus importante que la quantité. Et si on veut prendre un exemple de ce marché de niche, eh bien, on peut citer l'exemple du géranium bourbon à La Réunion. Alors, on va en venir maintenant plus directement à l'analyse phytochimique. Vous voyez ici un petit peu les 3 volets que je vais vous traiter. Et on va commencer par la caractérisation de ces métabolites, en revenant très rapidement sur les méthodes d'analyse. Donc on a un mélange naturel. Ce qu'on veut faire, c'est connaître ces différents constituants. Et puis pour faire cette analyse, bien, vous ne faites pas attention aux acronymes, on va retenir simplement l'idée. On a ici ce qu'on appelle les couplages en ligne, c'est-à-dire qu'on a couplage d'une méthode chromatographique qui permet d'individualiser les constituants avec une méthode spectroscopique qui permet de les identifier. Donc ces couplages fonctionnent très bien et ils sont très conviviaux, je dirais même trop à la limite, parce qu'il y a toujours une réponse. Et ils fonctionnent très bien dans le cadre d'analyse de routine, dans le cadre de contrôle de qualité ou des choses comme ça. Et puis, quand les gens savent bien les faire fonctionner. Néanmoins, quand on arrive à des mélanges qui sont très complexes, que ce soit des huiles essentielles, des extraits ou autre chose, comme des résines, eh bien, à ce moment-là, de nombreux laboratoires font appel à une séquence en 2 étapes. Une première étape dans laquelle le produit est purifié, et puis une deuxième étape dans laquelle le produit est identifié. Et vous voyez que par rapport à ce qu'on avait en haut, eh bien ici la différence, c'est qu'on utilise l'ARMN du carbone 13. Alors qu'est-ce que c'est cette ARMN du carbone 13 ? Eh bien, c'est que le spectre de RMN d'une molécule, c'est comme l'empreinte digitale pour une personne. Chaque personne a une empreinte digitale qui lui est propre, et chaque molécule a un spectre de RMN du carbone 13 qui lui est propre. D'où l'intérêt de cette technique. Et c'est pour cela que, depuis maintenant une vingtaine d'années, l'équipe chimie et biomasse s'est concentrée sur l'utilisation de cette méthode, mais au lieu de faire, l'idée était de pouvoir tirer profit de l'information qui était fournie par la RMN du carbone 13 en supprimant, ou tout au moins en diminuant considérablement l'étape de séparation. En effet, ces étapes de séparation sont longues et fastidieuses, elles sont coûteuses aussi bien en produits qu'en temps, et par conséquent, l'idée c'était est-ce qu'on pourrait les court-circuiter? En d'autres termes, est-ce qu'on pourrait connaître les produits qui sont présents dans le mélange naturel directement en utilisant la RMN du carbone 13? Alors, quelques mots sur la RMN, pas d'affolement, je ne vais pas vous faire un cours de spectro. Simplement, si vous ne connaissez pas la RMN, je pense que tout le monde connaît l'IRM. Et on a exactement ici la même technique. En fait, ce que l'on observe, c'est un phénomène de résonance. Ce phénomène de résonance donne un signal, et ce signal, lorsqu'il est transformé en image, c'est donc l'IRM, c'est le domaine des médecins. Quand le même signal de résonance est transformé en spectre, c'est la RMN, c'est le domaine des chimistes. Ici, je vous ai marqué, juste pour la curiosité, que 4 éminents chercheurs ont reçu le prix Nobel, dans des disciplines différentes d'ailleurs, pour leurs travaux dans le domaine de la résonance magnétique.